personne est en souffrance, nous proposons Johan comme secrétaire de séance. Qui est pour? Allez, L'unanimité. allez, tu as l'unanimité. Donc, il va procéder à l'appel. Hélène Roubolène, Présent. Marie-France Lefort, Présent. Daniel Bouiran, Présent. Marie-Dominique Bagous, Présent. Jean-Paul Blé, Présent. Marielle Veuillet. Alors, elle va avoir du retard et pour le début, elle a donné procuration à Daniel. Tu as la procuration pour mais elle va arriver. Elle est en retard. Yoann Michelozzi présent, Béatrice Bonfillon-Kelassa, Présente. Guillaume Volant, Même chose, du retard et il t'a donné procuration. Ailleurs. Dominique Chêne, Présent. Gaël Barthélémy Lassagne, Présent. Michel Liotto, Présent. Françoise Comhoc, Procuration à Dominique Chêne. Joël Albanese, Présent. Nicole Ferroux, Procuration à Marie-France Lefort. Michel Giraud, Présent. Sonia Marcelli, Elle va arriver en retard aussi. Pour l'instant, procuration à Françoise Caillol. Audrey Bonnet, Présente. Françoise Caillol, Présente. Fatma Toile Clémente, Présente. Antoine Foin, Procuration à Marie-Dominique Bagous. Emmanuel Butavant, Procuration à Audrey Bonnet. Edith Lasperche, Présent. Michel Ventre, Présent. Jean-François Dubu, Alors, même chose, il va être en retard et pour l'instant, procuration à Agnès Pélens. Agnès Pellens, Présent. Marc Lévy, Procuration à Benoît Jacquier. Mais même chose, c'est un retard, ils vont arriver en cours de conseil. Benoît Jacquier, Présent. Hervé Poussel, Présent. Qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour Madame la maire, bonjour mesdames et messieurs les conseillers. C'était juste pour signaler que je vais avoir une contrainte, donc je risque de partir avant la fin du conseil municipal et je donnerai donc ma procuration à Agnès Pellens. Merci. Non problème. Pardon, procuration, hein. Non, mais oui, mais elle en a déjà vu, mais si un monsieur Dubu sera arrivé, Ils sont arrivés après. D'accord. voilà. À votre lecture, le compte rendu du conseil municipal précédent. Y a-t-il des remarques? Bien. S'il n'y en a point, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ça fait 3 abstentions. Alors, compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation au conseil municipal. Donc, décision numéro 45. Désignation de la société Apridia pour une mission thermique dans le cadre des travaux d'extension et de réhabilitation de la crèche des Moussaillons pour un montant de 3 200 €. Numéro 46. Versement de la somme de 1 200 € représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre monsieur et madame Gossard et Alésina. 47. Signature de l'avenant numéro 1 avec la compagnie Cham CBT Soufassi dans le cadre du marché d'assurance le numéro 1 dommages aux biens afin d'y inclure la garantie tout risque exposition. Le montant de l'avenant s'élève à 62,16 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. Numéro 48. Signature de l'avenant numéro 1 au marché public avec la société Best Seconde Œuvre afin de prendre en compte des prestations de plus-value dans le cadre des travaux de construction du restaurant scolaire, lot numéro 2, cloison
Faux plafond, menuiserie extérieure au groupe scolaire Louvière. Numéro 49. Désignation de la société Bike Solutions pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement d'un espace pump track au pôle sportif pour un montant de 10 975 € hors taxe. Numéro 50. Désignation de la SEMAG pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude de faisabilité concernant l'installation de centrales photovoltaïques en toiture de 4 bâtiments communaux prochainement réhabilités pour un montant de 12 000 €. 51. Désignation de la société Compagnie des Forestiers dans le cadre du marché public relatif à la réalisation de tribunes en gabion au stade Paul Prieur pour un montant global de 60 075 € hors taxe. Numéro 52. Signature d'un contrat de location à usage de garage situé à l'espace Saint-Roch avec Madame Catherine Jean-Jean pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2019, moyennant un loyer mensuel de 86,77 €. Numéro 53. Signature d'une convention de fourrière pour chiens avec la ville d'Aix-en-Provence, complexe animalier, pour l'accueil des chiens errants capturés à la demande de la commune de Fuveau à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mars 2022. La commune de Fuveau versera au complexe animalier une indemnité forfaitaire pour frais de garde de 100 € par chien accueilli. Numéro 54. Signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté avec la société EGBTI suite à des plus-values, rallonge de câbles électriques, suite au déplacement du tarif urgent, dans le cadre de la construction du restaurant scolaire, électricité. Cet avenant est conclu pour un montant de 4 800 €. Le montant total du marché s'élève à 64 700 €. Numéro 55, c'est pour une activité périscolaire à la Barque et à Rimbaud. C'est du multisport avec M. Laurent Lopez. Alors, c'est 1540 € du 1er avril 2019 au 28 juin 2019 pour les deux écoles Rimbaud et la Barque. Signature de l'avenant numéro 1 au contrat de maintenance des logiciels carte @DS Expert et IntroGeo afin d'intégrer au contrat initial les obligations issues du règlement général sur la protection des données, vous savez que c'est la nouvelle loi RGPD, incombant à chacune des parties pour un montant annuel de 315,09 €. 57. Désignation de la société Eurovia dans le cadre du marché public relatif à la requalification du parking Guérin-Marquis, lot numéro 1, pour un montant de 438 876 €, et la création du parking du nouveau restaurant scolaire, lot numéro 2, pour un montant de 166 178,33 € hors taxe. 58. Signature de l'avenant numéro 1 au marché public adapté avec le groupement GTI et Atréal afin de prendre en compte des travaux AEP, réseau sec, éclairage, réseau gaz et percement en façade en moins value et plus-value suite aux indications des concessionnaires. Dans le cadre de la construction d'un restaurant scolaire, lot numéro 1, terrassement, gros œuvres, maçonnerie, charpente, couverture. Cet avenant est conclu pour un montant de 19 578,88 € hors taxe. Voilà. Condamné. Et voilà, pour le numéro 1. Alors, 50. Ah non, on a fini. Oui, parce que ça tourne, c'est ça. J'allais redire le 49. Voilà. Des questions? Alors, pour la numéro 46, pouvez-vous nous dire de quelle affaire il s'agit, s'il vous plaît? Alors, il s'agit d'un contentieux qui opposait les riveraines d'un chemin privé, c'est le chemin de Lignolet, à la propriétaire de ce chemin. Donc, la mairie a été partie prenante parce qu'elle est propriétaire de l'entrée de ce chemin.
Ce contentieux est aujourd'hui d'ailleurs terminé, les riverains ont perdu, et donc c'est terminé. C'est un problème de chemin. De passage, vous savez pas quoi C'est au passage. Oui, oui, de droit de passage. Il est très fort. Hein? Il est très fort. Oui, oui. C'est-à-dire l'eau. Oui, le passage et puis le tréfonds pour l'eau, l'assainissement, etc. D'accord. Autre question sur la numéro 49, concernant le pump track. Est-ce que vous pouvez nous dire quand sont prévus les travaux? Alors, là, c'est simplement l'assistance à maîtrise d'ouvrage que nous votons, c'est-à-dire on va nous aider à voir le terrain, etc. Alors, quand vont commencer les travaux, je n'en sais rien, on n'a pas encore ouvert les plis, je crois qu'on les ouvre la semaine jeudi. On ouvre les plis jeudi, et après, quand l'entreprise sera choisie, on pourra vous répondre plus clairement. Mais là, simplement, c'est la désignation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour conseiller la commune, dessiner, voilà, et suivre la réalisation. Sur le DCE. Voilà. Voilà. C'est dans la forêt des Planes. Voilà. Une parcelle qui appartient à la commune. Oui. La parcelle où cet ouvrage, elle se situe où exactement? J'ai pas entendu. La parcelle où elle se situe. La parcelle sur laquelle elle va être construite. Alors, dans la forêt des Planes, tu sais où c'est quand même. En face de l'entrée de, Voilà. en face de l'entrée du parcours de santé. Tu vois, il y a un grand champ. On l'a invité à monsieur et madame Ferron il y a quelques mois de ça. Dans le prolongement du stade, non? Non, pas du tout. C'est en face du collège, tu as le départ du parcours de santé, tu le vois? Juste au départ du parcours de santé, juste un terrain qui est nu pour l'instant, et ce sera tout au fond. Ça a commencé non plus, hein? Non, alors ce qui a commencé, c'est le fitness park dont on avait parlé. Deux choses. On a des sports. Et non, le pump, il va démarrer certainement au mois de septembre. Il y a des premières blagues. Voilà, ça c'est le fitness park qui sera terminé début juin. Comment surveiller les travaux? Mais c'est très bien. Il faut. Bien. D'autres questions? Concernant la numéro 50, vous parlez donc d'installation de centrales photovoltaïques en toiture. Oui. Oui, Nous en avons déjà parlé en conseil municipal. oui. Il Ma s'agit question c'était pour la Allo Sport, est-ce qu'elle n'est pas concernée et pourquoi? Ah ouais, parce que C'est la structure qui doit. c'est la structure, c'est une toile enduite. On ne peut pas y mettre du photovoltaïque dessus, je pense. Et là, Même sûr. là c'est uniquement la mairie, les services techniques, la poste et la maison des assos. Voilà. Pour lequel on a fait faire une étude par la SEMAG, mais on en avait déjà parlé. Oui. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas reçu les conclusions. Les conclusions. Nous les aurons jeudi. Sur le restaurant scolaire de Louvière, c'était pas envisageable non plus. Sur le restaurant scolaire, ça n'a pas été envisagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, sur le restaurant scolaire, il y a quand même plein d'éléments techniques qui faisaient qu'en plein milieu, on ne pouvait pas non plus en poser. Là, il y avait juste une partie du bâtiment qui pouvait le recevoir. Bon, c'était pas dans la rentabilité, quoi. La 55, Monsieur Laurent Lopez, c'est une association, un auto-entrepreneur, c'est pour le multisport. C'est un auto-entrepreneur. Voilà. C'est un auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur, pardon. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai une question de la part de Monsieur Lévy, qui est une question générale concernant les différents points abordés. Pourquoi faites-vous le choix pour certains contrats de passer via la CAO et pas pour d'autres? Sur quels critères? Ça dépend
du montant des travaux, puisque les CAO sont obligatoires à partir d'un certain montant. Et Quand c'est obligatoire, on le fait. quand c'est obligatoire, on le fait. Quand ce n'est pas obligatoire, on ne le fait pas. J'ai aussi une remarque générale que j'avais déjà pu formuler à d'autres occasions. C'est qu'il y a, je prends l'exemple des gradins et salles de foot. C'est quelque chose qu'on découvre un peu là. Et si vous pouvez essayer de nous communiquer ce genre d'intention plus en amont, c'est intéressant parce que en tant qu'élu, on est aussi des relais auprès de la population. Si vous aviez lu le budget, c'était au budget. Hein. C'était au budget. Non, mais d'accord, mais entre le moment où c'est au budget et le moment où ça va passer à l'acte, parce que ça va faire des mois, enfin des années que c'est sur la table vis-à-vis des gens du stade du foot. Bah, non, mais ça fait des années qu'on entend parler de ce sujet-là et que régulièrement on dit ah, ça va être fait, ça va être fait. Donc au moment où ça devient concret, si vous pouvez un peu en amont des décisions finales nous dire bah, ça y est, le projet il est dès que tu le sais, quoi. Tu vois. Oui, mais quand on l'a mis au budget, on en a parlé il y a pas très longtemps, puisqu'on avait missionné, on avait fait plusieurs devis, etc. Et on en avait parlé, puisque justement on avait parlé des gabions et de savoir où est-ce qu'on les mettait. Enfin, je me souviens très bien avoir eu une question de votre part, savoir où est-ce qu'on les mettait côté buvette ou en face. Donc il n'y a pas super longtemps, et pour la petite histoire, on n'a pas fait une minute de silence, mais peut-être qu'on la fera un petit peu plus tard pour notre président du foot. Pour la petite histoire et pour sa mémoire, c'est lui qui a... Voilà. C'est pas pour autant que ça nous décharge de vous en parler, hein, c'est pas ça du tout. Simplement, voilà, savoir que ça a été fait de cette manière. Normalement, ce sera réalisé cet été. C'est réalisé cet été, c'est pas normalement, et c'est fin août qu'on l'aura laissé. La personne qui s'est mal agarrée ici pour sortir, c'est beaucoup de... Allez, région parfum qui porte, c'est bleu ou noir. Excusez-moi. Allez-y. Bien. Ça y est, tout a été... Oui, nous avons répondu à tout. Alors, là, cela ne se vote pas. Donc, pour la suite, il nous avait été demandé de préciser les conséquences du fait que nous avions à Fuveau franchi, d'après l'INSEE, le seuil des 10 000 habitants. Donc, on vous a fait une petite présentation que vous allez voir. Vous allez voir avant, après. Il y a des choses qui ne sont pas modifiées, d'autres qui le sont. Et donc, ça va être présenté. Vous pouvez nous la transmettre? Oui, on va vous la transmettre après la présentation. Et le critère de la population a quand même une incidence sur certaines règles de fonctionnement, que vous allez voir. Alors, si vous voulez bien, on va passer assez rapidement, puisque l'objectif, effectivement, c'est de communiquer à tous ce document. Voilà. Et qu'il est rébarbatif, mais en fait, il y a des parties plus ou moins longues. Donc, ce qu'il faut retenir, on va dire principalement au niveau du conseil municipal et de son fonctionnement, c'est que donc le nombre de conseillers municipaux va passer à 33. Et toutes les règles que je vous énonce là, bien qu'au niveau de l'INSEE, vous ayez passé le seuil des 10 000 habitants depuis décembre dernier, ces règles ne s'appliquent qu'au renouvellement du conseil municipal, donc en 2014, à l'issue des élections. Donc, 2020, pardon, à l'issue des élections. Depuis 2014, c'est la chaleur. Ça ne change pas pour de mandat. Voilà, c'était ça. Donc, 33 élus. Ce qu'il vous faut retenir, 9 adjoints, donc 30% du conseil municipal, 9 adjoints maximum, et vous n'arrondissez jamais au chiffre supérieur, parce que ça fait 9,9, je crois, de tête, et c'est au chiffre inférieur, donc ce sera 9 adjoints maximum. Ensuite, vous avez la règle qui change par rapport à la mise à disposition des locaux pour des élus qui n'y appartiennent pas à la majorité municipale. Donc, la règle, ce sera un local administratif permanent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en dessous des 10 000, c'est des bureaux souvent partagés et qui ne vous sont pas affectés à temps complet. Et là, l'idée, ce sera un local administratif permanent.
Ensuite, vous avez également pour tous les élus de travail, vous avez droit à des crédits d'heures auprès de vos employeurs respectifs qui sont donc augmentés au-delà de 10 000 habitants. 140 heures pour les maires, 105 heures pour les adjoints au maire, 21 heures pour les conseillers municipaux, que vous pouvez faire valoir auprès de vos employeurs et qui sont obligés de vous libérer, entre guillemets. Voilà. Ils ne payent pas forcément. Ils ne payent pas forcément, ils ne sont pas obligés de les rémunérer. Vous avez également, donc, à partir du renouvellement du mandat, les indemnités élus, essentiellement maires et adjoints, qui sont revalorisées. Donc, par mois, l'indemnité du maire pourra être portée à 2 528 € au lieu de 2 139 aujourd'hui, et les indemnités des adjoints pourront être portées à 1 069 € au lieu de 855 aujourd'hui. Les montants que je vous indique sont des montants bruts et vous devrez retirer environ 13% de cotisation. Nous, actuellement, nous n'utilisons pas ça puisque nous partageons les indemnités. Voilà. Donc, nous ne sommes pas au taquet. Voilà. C'est-à-dire que l'enveloppe indemnitaire, la loi prévoit que c'est le maire et les adjoints. Et vous avez une enveloppe annuelle plafond. Mais cette enveloppe, après, il appartient au maire et à ses élus d'en décider la répartition à partir du moment où les élus ont une délégation. Donc si vous êtes simple conseiller municipal sans délégation, vous n'avez pas le droit de percevoir une indemnité. À partir du moment où un conseiller municipal ou un adjoint ont une délégation, ils peuvent prétendre à une indemnité dont les plafonds sont là. Bon, après, je passe rapidement, mais il y a désormais des garanties qui sont accordées aux maires ou aux adjoints à l'issue de leur mandat, par rapport aux élus qui peuvent reprendre une profession dans le privé. Ensuite, donc, des changements, on va dire des commissions nouvelles et obligatoires. C'est-à-dire que la loi prévoit que toute commission créée par le conseil municipal doit être à la proportionnelle, dont les élus de la minorité y seront forcément représentés. Rien ne change pour la commission d'appel d'offres, puisque les élus de la minorité sont déjà représentés. Rien ne change pour le CCAS. Par contre, vous avez deux nouvelles commissions qui apparaissent. La première est la commission consultative des services publics locaux et qui sera appelée à, on va dire, étudier et à se prononcer sur les rapports qui seront établis par les délégataires de services publics. À titre d'exemple, la Société des eaux de Marseille, voilà, qui était délégataire de l'eau potable, chaque année produit un rapport et ce rapport sera présenté à cette commission et pourra être débattu dans cette commission. Deuxième commission obligatoire créée à partir de 10 000 habitants, ce qu'on appelle le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est un organisme présidé par le maire, mais où il peut y avoir le procureur de la République, la gendarmerie, la police municipale et des habitants. Il peut y avoir un principal de collège, éventuellement un proviseur de lycée, et des informations sont partagées sur la délinquance et sur les moyens, on va dire, apportés pour y remédier. Ensuite, vous avez toujours la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, mais qui existe déjà. Voilà. Oui. Et puis, il n'y a pas de modification non plus apportée à ce qu'on appelle des comités consultatifs, c'est-à-dire des petits groupes de travail, comme nous, le comité technique, le comité enfance, etc., qui peuvent réunir élus de la minorité, mais surtout habitants et populations, on va dire, concernées selon les thèmes abordés lors de ces comités consultatifs. Enfin et rapidement, au niveau des finances publiques, donc la commune, voilà, va percevoir toujours, on va dire, la dotation globale de fonctionnement, qui est la plus grosse des dotations reçues de l'État. Donc, il y a uniquement le montant par habitant qui est revalorisé au-delà de 10 000 habitants. Mais franchement, ce n'est pas des sommes énormes puisqu'on l'aperçoit depuis 2 ans et qu'on n'a pas vu de changement flagrant. Pourquoi? Parce que l'enveloppe globale de dotation étant à la baisse, on va dire la petite augmentation à l'intérieur ne s'est pas forcément, entre guillemets, perçue. Ensuite, donc, la dotation nationale de péréquation que vous percevez aussi, que la commune de Fuveau perçoit, mais où les conditions pour y prétendre sont légèrement différentes.
Et par contre, une subvention qui disparaît, à partir du moment, et donc nous l'avons perdu depuis 2 ans, la dotation de solidarité rurale n'est perçue que par les communes de moins de 10 000 habitants, et donc les communes de plus de 10 000 ne peuvent plus y prétendre. Voilà. Ensuite, vous avez également, donc là je vais aller un petit peu vite, c'est par rapport aux modalités de vote du budget, mais qui n'ont pas de conséquences fortes sur la commune de Fuveau, parce que bien que nous, commune en dessous de 10 000 habitants, nous votions déjà notre budget par nature et par fonction. Donc là, c'est entre guillemets confirmé par la loi. Voilà. Et puis vous avez les données et ratios financiers qui sont un petit peu plus complets et précisés pour les communes de plus de 10 000 habitants que pour celles qui en avaient moins de 10 000. Voilà. En fait, l'Europe sera un peu plus étoffée, il y aura Tout à plus fait. de choses dans Oui, le... voilà, tout à fait. Voilà. Donc cette présentation, ben, je vous propose de vous la diffuser à tous. Et après, si vous avez des questions précises par rapport au contenu de la... que vous pourrez lire tranquillement, vous n'hésitez pas à en reparler. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas de vote parce que de toute façon, c'est pas nous qui l'inventons, même si la loi. Il s'agit simplement de respecter la loi. Donc, nous vous l'adresserons à tous en voie dématérialisée. Voilà. Voilà, on va passer ça. Bien, alors Jean-Paul va nous parler de l'avis de la commune sur le complément de l'étude d'impact de la société Alteo Gardanne, appréciation des dangers, inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets, de résidus minéraux à Mangegarry à Boubert. Donc je voudrais quand même remercier Jean-Paul qui s'est lu tout le pavé. Il faut le faire. Voilà. Il a le pavé et à votre disposition. Voilà, donc c'est la poursuite, on va dire, du feuilleton d'Alteo, puisqu'on en a déjà parlé un certain nombre de fois ici. Et pour faire un petit peu court, donc là il y a eu un complément d'étude d'impact qui a été demandé suite à un recours gagné, je pense, au niveau du tribunal administratif. Donc là, c'est les conclusions de ce complément d'étude d'impact sur lequel on est amené ce soir à se positionner et à donc donner un avis. Ça concerne donc essentiellement le stockage donc, des résidus secs liés à Mangegarry, donc sur la commune de Boubelaire, ainsi que le développement de l'usine principale de Gardanne. Alors pourquoi notre commune est impactée? Puisque comme les autres communes qui sont listées ici, on a la conduite des rejets en mer qui traversent partiellement notre commune. C'est une raison pour laquelle on est amené donc à donner un avis sur ce complément d'étude d'impact, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, donc ça a été mis en enquête publique entre le 6 mai et le 7 juin 2019 et que nous n'avons pas encore eu le rapport du commissaire enquêteur. Donc on ne sait pas ce qui a été écrit de la part des administrés donc, au niveau de ce complément d'étude d'impact. Donc en 2 mots, donc l'usine d'Alteo, tout le monde la connaît. Simplement pour répondre à certaines questions par rapport à l'emploi, il y a 25 fuvelins et bientôt 26 qui y travaillent sur 480 salariés. Donc ça, c'est les chiffres qu'on a donc demandé au service administratif d'Alteo. Donc comment a été organisée cette étude d'impact? Eh bien, c'est une organisation classique puisqu'elle est régie par le Code de l'environnement. Hein. Donc elle présente donc une analyse des effets négatifs et positifs du projet sur l'environnement, la commodité du voisinage, l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. Et bien sûr, elle s'appuie sur les mesures prévues pour éviter les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités, alors je lis le rapport là, et les mesures prévues pour compenser lorsque cela est possible. Donc l'étude qui est ici, elle s'appuie sur des tas de rapports établis par les sociétés spécialisées dans les différents domaines, style Antea, Fondasol, etc. Donc, en conclusion de ce complément d'étude,
il nous a demandé donc d'apprécier les différents dangers et les inconvénients donc, environnementaux et sanitaires. Ils ont été recensés dans trois lignes différentes, dans trois items différents. Tout d'abord, l'envol des poussières. L'envol des poussières, si vous connaissez le site de Manchegari, comme on dirait ici, donc situé Manchegari, donc situé sur la commune de Boubelaire, c'est vrai que de façon environnementale, c'est un site qui est bien rouge. On le voit de loin. Hein. Donc, ce site de Manchegari constitue, donc il y a plusieurs bassins de stockage où donc Alteo dépose ses résidus secs. C'est pour ça qu'on a cette couleur rouge de bauxite. Donc les tas de mesures effectuées notamment par Atmosud entre mars 2017 et février 2018 concluent à un faible niveau d'empoussièrement. Je vous donne la conclusion si vous voulez. Voilà, donc concernant donc au niveau des retombées de poussière diffuses, donc qui peuvent impacter cette zone, concernant donc les poussières sédimentables, l'ensemble des concentrations mesurées sur les zones d'impact cumulées lors de la campagne donc, réalisée par Atmosud ainsi que par Alteo sont toutes inférieures à la valeur seuil. Alors, il n'existe pas de valeur française, de normes françaises. On s'appuie sur des normes allemandes. Voilà. Concernant les poussières inhalables, les concentrations cumulées des deux sites en PM10, donc en particules donc inférieures à 10 microns, comme en PM de 2,5, sont inférieures aux valeurs cibles de qualité de l'air ainsi qu'aux valeurs limites pour la protection de la santé humaine et ne se cumulent pas sur l'aire d'étude. Donc ça, c'est le premier risque qui avait été donc identifié, c'est l'envol des poussières. Un second risque qui a été également identifié, c'est le risque technologique concernant la stabilité des ouvrages, notamment au séisme de Manchegari. Donc là, une étude de sismicité a été donc, effectuée et il n'y a aucun souci, d'après les conclusions de l'étude, par rapport à la stabilité des ouvrages. Enfin, dernier risque identifié, c'est le risque de pollution de la nappe phréatique et des cours d'eau. Il n'y a pas à ce jour de point de rejet vers le milieu naturel. Les eaux sont ensuite rejetées vers le... C'est-à-dire elles sont repompées vers l'usine de Gardanne. Que ce soit les eaux résiduelles des dépôts de bauxite, mais également les eaux de pluie. Donc, l'augmentation de l'activité... Il semble qu'il y avait une nappe souterraine qui était très profonde, à 342 mètres, si j'ai bonne mémoire, mais il y en a une qui était plus en surface. Alors effectivement, les rapports hydrogéologiques confirment l'existence de plusieurs nappes et la mise en place notamment de piézomètres confirmerait qu'il n'y a pas de souci piézométrique ou pas de souci de pollution de la nappe phréatique. Donc l'augmentation de l'activité sur Manchegari, consécutive donc à l'arrêt des rejets de bauxite en mer. Vous savez enfin, Alteo a considérablement réduit ses dépôts rouges bauxiteux en mer. Donc, parallèlement à ça, ça donne effectivement une augmentation des résidus solides à Manchegari. Et bien, cette augmentation n'a pas d'impact sur les autres surfaces. C'est les conclusions des études. Voilà, donc, en conclusion, et après, bon, on va pouvoir en débattre. Donc, nous vous proposons, pour rester un petit peu conforme à nos avis précédents qu'on avait émis sur Alteo, d'émettre un avis réservé en ce qui concerne donc, le complément de l'étude d'impact réalisée par la société Alteo Gardanne sur l'appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux au lieu-dit Manchegari à Boubelaire. Voilà, donc on peut éventuellement en discuter. J'ai essayé de vous faire la synthèse de 10 kg de rapport et de 20 cm de dossier. Des questions à Jean-Paul? C'est juste un constat. Bon, j'ai la chance d'appartenir avec mon groupe politique local justement où on discute de ce souci-là, de ce sujet. Et parmi mon groupe, j'ai des représentants du comité de suivi Alteo à la préfecture. Donc c'est quelque chose qu'on suit depuis longtemps. Donc déjà, j'aimerais qu'on ne pose pas l'emploi et l'environnement
Voilà, ça déjà, c'est sûr, bien sûr. En aucun cas, je souhaiterais que l'emploi de nos Fuvelins soit perdu, voilà, ou les autres d'ailleurs ne soient perdus. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de préciser en préambule le nombre de Fuvelins qui travaillaient à Altéo. Souvent, c'est l'argument des entreprises pour dire on pollue, mais vous comprenez, c'est pour l'emploi. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Je pense non, Hervé, là, c'est juste une information. C'est tout. D'accord, ok. C'est un jugement. Mais venant de toi, je l'accepte, mais c'est des autres personnes, souvent, on oppose. Donc moi, je suis effectivement pour garder l'emploi et je fais tout avec mon groupe pour trouver des solutions, justement, pour garder l'emploi. Mais ce qui n'empêche qu'on est vigilant. Donc il faut savoir qu'effectivement, qu'Altéo, si elle a arrêté les rejets en mer, c'est sous la pression. Sous la pression des citoyens. Elle n'a pas arrêté les rejets en mer. Elle a diminué les polluants qui allaient en mer. C'est pas pareil. Tout à fait. Donc si elle a diminué ses polluants, c'est juste sous la pression. Parce qu'il y a 30 ans qu'on lui avait déjà dit que ça dépassait les normes. Et ils n'ont jamais bougé. Là. Donc là, à force de bouger, les citoyens se sont motivés et tout. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire n'importe quoi. Ils ont réduit, c'est très bien, ils ont fait des progrès. Ils en ont encore à faire parce qu'ils rejettent toujours des produits hors normes dans la baie de Cassis. Donc, mais ils y travaillent très bien. Par contre, il faut bien se dire que tout ce qu'ils ne rejettent pas, qui était polluant, très nocif et tout, qu'on leur a interdit de rejeter en mer, et heureusement, ces produits-là, ils se retrouvent sur Mangeghari. Et ce n'est pas en passant de l'eau à la terre que ces produits ne sont plus polluants. Ils sont toujours polluants, quoi. Et donc quand on dit qu'il n'y a pas de problème d'eau, d'empoussièrement, c'est faux, parce qu'il y a tout autour, les gens qui ont des puits, ils ont interdiction de boire l'eau, quoi. Donc ça c'est clair, ils ne peuvent plus se servir. Ceux qui habitent autour, effectivement c'est rouge, et il n'y a pas besoin de faire... Alors, si je peux donner un complément d'information technique par rapport au rapport, les nouveaux bassins qui sont construits à Mangeghari, maintenant il y a une imperméabilisation avec une géomembrane du fond, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contamination entre guillemets de la nappe, puisque la nappe est arrêtée, il n'y a donc aucune percolation au niveau du terrain naturel. Ça, je demande à voir, je sais bien qu'ils ont fait... C'est dans les rapports, mais je suis pas allé vérifier sur place. Dans les rapports, moi je me méfie, quand j'ai travaillé à 20 ans, j'ai commencé à travailler dans l'amiante, on m'a dit il n'y a pas de danger. Après j'ai travaillé dans la radioactivité, on m'a dit il n'y a pas de danger. Maintenant on me fait passer des tests, des visites médicales toutes les années. Pour dire que ces polluants, qu'on ne les jette plus dans la mer, on les retrouve à terre. À terre, il y a des gens qui habitent autour, il y a des gens qui ne peuvent plus boire l'eau, même s'ils ont fait des progrès, ils ont mis des bâches. Quand il y a des gros problèmes d'inondation ou quoi, ça rejette. Quand il y a des gros problèmes de vent, ça rejette aussi. Je connais beaucoup de riverains qui habitent là-bas, ils ne peuvent pas vivre. Donc c'est vraiment un problème. Donc moi je suis content que la mairie de Fuveau elle continue à être vigilante et ne dit pas oui à tout, et ça me fait vraiment plaisir, et je vous l'ai dit, ça c'est sincère, parce que ce n'est pas toujours été le cas. Et là, je suis vraiment content qu'on trouve à Fuveau une autre voie pour dire, attendez, on ne peut pas toujours continuer à faire n'importe quoi, comme on a fait depuis plusieurs années, sans rien dire. Et ça, je vous remercie le conseil municipal pour déjà être vigilant dessus. Par contre, effectivement, je me dis, il faut aller plus loin, parce que si on est arrivé à éviter, à réduire les déchets en mer, c'est parce qu'on a forcé l'entreprise. Donc moi, je voterai pour votre délibération, effectivement, parce que je trouve que c'est bien que vous ne donnez pas un plan de 5 à l'entreprise, mais j'aurais été à votre place, j'aurais mis un avis négatif. Parce qu'il n'y a que malheureusement sous la pression que les entreprises font des efforts. Et effectivement, Altéo a fait des pressions sur les rejets en mer, parce qu'il y a eu cette pression citoyenne. Donc, plus on met la pression citoyenne, plus l'entreprise va faire des efforts. Et ça, je pense que c'est notre devoir de le faire, de lui dire à l'entreprise, ok, vous avez une entreprise qui pollue, ben oui, ça fait des emplois, nous sommes d'accord, nous on veut garder les emplois, mais on n'est pas obligé de polluer. Il y a des solutions techniques qui existent, ça coûte cher, c'est vrai, ça sera un peu moins rentable pour vous, d'accord. Les actionnaires, ils se rempliront un peu moins les poches, d'accord, mais au moins, les employés et les riverains, parce que les employés aussi, ils sont touchés pareil, encore plus, parce qu'ils ont le droit de rien dire, évidemment. Donc, vous toucherez, enfin, les actionnaires toucheront un peu moins d'argent, mais mettez de l'argent pour trouver des solutions, pour utiliser ces bouts rouges, parce qu'on ne va pas faire encore une montagne de déchets. Nous, on a déjà le Thierry Abramofan qui va recevoir des cendres, ça va être le même problème, on va avoir des poussières partout. Là-bas à Mangeghari, ils ont des poussières, et bien ça suffit. Les entreprises, elles ont des activités, d'accord,
mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'à rémunérer leurs gestionnaires. Il faut qu'ils pensent aussi à leurs employés et aux citoyens qui s'habitent autour, qui eux, ils vivent à côté, qui ne peuvent plus boire dans leur jardin, qui ne peuvent plus manger leurs légumes non plus, que tout est rouge. Et il n'y a pas qu'autour de Mangegarie qui est rouge. Vous allez à Gardanne, et il suffit il ne faut pas être aveugle pour voir tout est rouge. Ne serait-ce que quand on passe à voiture à côté, ce qui pique, c'est ces poussières-là. Voilà. Moi, je peux traiter, si vous avez besoin d'autres informations, je suis à votre disposition. Parce que le dossier, c'est quelque chose que je connais bien, parce que je vous dis, tous les mois, on étudie dans mon groupe. Je t'engage à lire le dossier, là, les dossiers, là, les 30 kilos de dossiers sont à ta disposition. Tu penses bien que je l'ai déjà lu, et avant toi, ce que je te dis, dans mon groupe, j'ai des personnes qui sont au comité de pilotage. Merci. J'aimerais intervenir sur l'aspect santé. J'ai lu le rapport d'Atmosud qui est très fourni. Je suis un peu moins d'accord avec leurs conclusions qui je trouve très consensuelles. Parce que quand on creuse un petit peu, on voit quand même que malgré tout, le niveau de particules PM10, notamment par les jours de Mistral, il est quand même très élevé. D'une part, qu'on arrive, dans la conclusion, ils expliquent qu'on arrive à des niveaux finalement de particules qui sont équivalents à ce qu'on trouve en plein cœur de Marseille, alors qu'on est entre Bel-Air et Gardanne, donc c'est pas tout à fait le même genre de pollution qu'on pourrait y attendre. Et qu'en plus, si on regarde encore plus dans le détail, ces PM10 qui sont déjà à un niveau plus élevé que ce qu'elles devraient être, elles sont très chargées en métaux lourds en fait. Donc c'est pas juste le niveau global de particules, c'est la composition de ces particules-là, et qu'on retrouve voilà, de l'aluminium, du titanium, du titane, du vanadium, enfin voilà, il y a des choses qu'on peut craindre avoir un impact très néfaste sur quand ça rentre dans nos poumons, quoi. Donc sur cet aspect-là, voilà, je crois que sur l'année qui vient de s'écouler, il y a eu 10 jours de fort Mistral où on a dépassé sur la journée les seuils réglementaires normalement imposés par la législation. Donc ok, quand on regarde les moyennes sur l'année, on retombe sur des niveaux à peu près équivalents à d'autres endroits, mais voilà, de manière instantanée, plusieurs fois par an, on est au-delà de ces seuils-là. L'autre aspect, c'est que le site, en tout cas à ma connaissance, il est très peu protégé, donc n'importe qui peut aller se balader là-dedans, même s'il y a un panneau ne pas rentrer et s'exposer il y a des caméras très fortes. Ouais, mais enfin, on voit régulièrement des gens qui vont s'y balader, quoi, malheureusement. Voilà. Et le dernier point, en particulier pour les gens qui travaillent sur le site, c'est que malgré tout, on arrive à des niveaux de radioactivité. Dans les rapports, on nous dit qu'ils sont inférieurs au seuil, mais qui sont des seuils pour la population, mais pour les gens qui travaillent, on est au taquet, on est au seuil lui-même, quoi. Donc on est déjà à la limite du niveau de radioactivité qui est, je crois, 4 à 8 fois supérieur à la normale dans ce milieu-là. Donc pour toutes ces raisons-là, je serais favorable à un avis négatif de la commune pour dire qu'il y a trop de risques potentiels pour pas chercher d'autres solutions alternatives, sachant que ça fait 40 ans que l'Altéo est sommé de trouver des solutions. Bon, moi je voudrais juste dire que j'ai lu un certain nombre de documents également, et notamment le résumé non technique au complément d'études d'impact recommandé par l'autorité d'environnement et demandé par la préfecture. Et ce document est donc destiné à être à destination de tout public, afin d'être un peu plus compréhensible par les lecteurs. Donc, et il est moins épais certainement que celui que vous avez lu. Mais néanmoins, on sait que ce document a été fait par Altéo, et je trouve un peu... Enfin, ça me permet d'émettre des réserves sur le fait que c'est l'entreprise elle-même qui émet un document et donne des informations sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, et sur les dangers, où là il n'y a pas de danger. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, a priori, d'après à la lecture des avis de la population de Bel-Air, donc évidemment, il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Et parmi les gens qui sont contre, un certain nombre de personnes indiquent les mêmes informations, notamment, comme le dit Benoît, que le site n'est pas clôturé. Donc que les jeunes vont faire du VTT aux alentours de ce site, donc s'exposent plus que d'autres en étant proches même du site.
Un autre argument, c'est que donc les déchets, c'est 350 000 tonnes par an, et que le site va arriver à un moment donné à saturation, et qu'aujourd'hui, cette entreprise n'a pas... Alors, cette entreprise a réfléchi au recyclage de ces déchets, mais aujourd'hui n'a pas trouvé de marché pour racheter ces déchets. Donc on va vers une saturation du site et on n'a pas de solution à aujourd'hui pour ces déchets. Par rapport à la fermeture et à l'emploi, moi j'ai lu qu'il n'y avait pas un vrai risque de fermeture, mais seulement une suspension. Et encore dans certaines conditions, donc il n'y a pas un réel risque de perte d'emploi, mais simplement une pression vis-à-vis de cette entreprise pour qu'elle avance encore vers des solutions pour qu'elle pollue encore moins qu'elle ne le fait aujourd'hui. Donc c'est la raison, tous ces arguments fait que moi je voterai contre. Juste un dernier point aussi pour montrer l'optique d'Alteo, c'est qu'en fait aujourd'hui les réglementations sont régies par type de polluant et que pour rentrer dans les clous, Altéo aujourd'hui échange des polluants avec une autre entreprise pour rester en dessous des seuils, quoi. Donc, ils envoient une partie de leurs polluants, ils en récupèrent d'autres de l'autre entreprise, comme ça globalement ils sont en dessous des seuils dans chaque catégorie. Donc au niveau de l'environnement, c'est... Voilà. Merci d'avoir été là. Alors, ah oui, excusez-moi, j'avais aussi une question que j'ai oublié de poser. Quand vous émettez un avis réservé, qu'est-ce que ça entraîne? Ça implique quoi exactement? C'est peut-être un oui, peut-être un non. C'est comme un avis favorable ou défavorable. Ça nous a permis d'en débattre ici, mais après, voilà. Je pense qu'à la décision finale, c'est la préfecture. Hein. Vous avez bien compris que moi, même si je vote pour cet avis favorable, c'est juste pour réserver, pardon. C'est juste pour encourager la municipalité à aller dans ce sens-là. Mais comme je l'ai bien précisé, ça aurait été que de moi, j'aurais mis un avis négatif comme mes collègues. Je vous rappelle que les avis précédents étaient des avis négatifs, hein, qu'on avait émis sur Altéo. Hein. Alors, voilà. Justement, mais là, bon, là, je pense que l'avis réservé, dans la mesure où ça concerne en premier lieu, puisqu'on parle de Manche-Gary, la commune de Bourg-Belair, voilà, donc c'est bon. On est concerné, bien sûr, indirectement, bien sûr, par Manche-Gary, mais la décision, quand même, appartient aux habitants de Bourg-Belair, à mon avis. Hein. Alors, moi, j'ai encore un truc. Est-ce qu'on ne pas donner d'avis? Non, en donnant un avis réservé, ça veut dire qu'on ne partage pas intégralement, bien sûr, les conclusions de l'étude d'impact. Hein. Je ne me rappelais plus qu'effectivement, je pensais que les précédents avis, c'était des avis réservés. Mais non. On avait émis des avis négatifs. Hein. Notamment sur les rejets en mer. Oui, alors je trouve que ça aurait été plus cohérent de continuer dans cette voie-là et de dire, celui-là aussi, on a un avis négatif. Ça, là, du coup, là, puisqu'on avait déjà commencé à bien leur expliquer qu'il fallait leur mettre la pression, continuer à mettre un avis négatif. Là, on peut changer notre avis. On peut proposer un avis négatif. Avant, on avait déjà mis un avis négatif. Là, je pense que c'est la bonne solution. Hein. Chacun vote comme il veut. Tu peux très bien voter un avis négatif. Ah, d'accord, non. Là, c'est une proposition. La proposition, je ne me rappelais plus. Je pensais que les précédentes propositions, c'était des avis défavorables. Mais si déjà, on a commencé... Oui, défavorable, oui. Ah, défavorable. Voilà, donc négatif, comme tu veux. Ou négatif. Alors, si on a commencé à FUVO à donner des avis négatifs sur cette entreprise pour lui montrer que justement on n'est pas dupe et qu'on veut qu'ils fassent des efforts, il faut qu'on continue à leur donner des avis défavorables pour leur dire nous on est vigilants, on regarde, on ne vous donne plus un blanc-seing. C'est terminé l'époque où vous aviez le droit de faire ce que vous voulez sans nous en informer, sans rien dire aux populations. Donc il faut continuer à être ferme là-dessus. C'est pour ça que je propose au conseil municipal de donner un avis défavorable. Ce serait plus cohérent en plus pour FUVO. Nous allons donc voter, chacun fait comme il veut, étant donné que nous avons déjà donné un avis défavorable et qu'ils ont fait des efforts. Je ne dis pas que nous sommes au taquet, hein, mais il y a quelques efforts qui ont été réalisés. On était allé d'ailleurs avec Jean-Paul, qui nous avait expliqué. Il y a des efforts qui ont été réalisés. Quand on lit les études techniques, j'en ai vu certaines,
je trouve que les conclusions de toutes ces études techniques mettent une certaine garantie par rapport, je dirais pas totale, bien sûr, mais là par rapport à l'évolution Il est indéniable que pour les rejets en mer, Alteo a fait de gros travaux. Non, là je ne parle pas des rejets en mer, là je parle de ce qui nous occupe là, et de ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, pour les dépôts sur Manche-Gary, ils n'ont fait aucun effort, pas du tout, parce qu'il faut savoir que ça va faire une montagne de 40 mètres de haut quand même. Le seul effort qu'ils ont voulu faire, c'est quand il y a eu l'épisode de gros vent, où ça a foutu tout le monde hors d'eux, parce qu'il y a eu de la pollution partout. Donc ils ont amené des camions, mais moi j'ai des copains qui travaillent là-bas, pour arroser, ça ne suffit pas. Cet été, il va faire très chaud, et il suffira qu'il y ait un peu de Mistral pour que ça reprenne. Il ne faut pas croire qu'ils ont fait des travaux énormes là-dessus. Et comme le dit mon collègue Benoît, on rentre comme dans un moulin là-bas. C'est inadmissible. Donc si on ne continue pas à leur mettre une pression, ils ne le font pas. Ils attendent toujours au dernier moment. Tout ça pour gagner de l'argent. Et c'est inadmissible. Et il y a même une demande d'extension en cours, il me semble, auprès de Martine Bassel. C'est ça, hein. Donc, moi, je trouve qu'il faut être très vigilant et effectivement être cohérent et continuer à donner un avis négatif. Autrement, on passe pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Bien, nous allons voter, chacun a fait comme il veut. Donc, soit un avis réservé, soit un avis négatif. Non, nous sommes bien d'accord. Voilà, vas-y. Allez, donc, alors, qui est pour un avis réservé? La délibération. On a compté? Non. La délibération. Il faut faire Qui est pour la délibération. Voilà, il est pour la délibération. Et qui est pour un avis négatif? Et oui, quand c'est réservé, c'est faux. Quoi. Donc, il faut qu'il fasse la position. Réservé, là, c'est une bonne journée, les gens. Non, Négatif, défavorable ou négatif. Il y en a 9. On est d'accord. Vous avez deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en avait deux aussi? C'est Audrey qui en avait deux. Oui, non, après on compte les procurations. Voilà. Donc pour les défavorables, on relève la main et ceux qui en ont deux lèvent deux fois la main. Donc on recompte comme il faut. Alors, avis défavorable. Négatif. Oui. Soit on est pour la lettre réservée, 1, 2, 3, pour les défavorables. 8, 9, 10. Non? C'est toi. Allez. Excusez-moi, Madame la maire, t'as besoin des noms? Non, c'est bon. Voilà. Allez. Approbation du compte de gestion du budget général de la commune. Alors le budget, c'est toujours... Donc, Mido va s'y coller. C'est la soirée Mido. Vous voulez le présenter maintenant? Je voudrais dire merci pour l'envoi du document. Donc, on vous présente un petit diaporama et ensuite on passera à la délibération. Voilà, et aux questions. Dans un premier temps, on vous présente un petit peu les moyennes socio-démographiques de la commune. Je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous laisse lire quand même, hein, parce que c'est un petit peu... Vous voyez que pour le nombre de foyers pour la commune est de 5413. Oui. La part des foyers non imposables est à 47,1% et les revenus fiscaux moyens sont de 32 553. Mais je ne relis pas tout. Hein. Donc on voit que la moyenne nationale est à 26 320. Donc à Fuveau, on a quand même des revenus fiscaux dans une bonne moyenne. Après, je vous laisse lire toutes les valeurs pour Fuveau. Et les moyennes nationales, on se rend compte que chaque fois, Fuveau est bien placé hein, en dépenses réelles de fonctionnement. On voit que la moyenne est beaucoup plus haute. Le produit de l'imposition directe sur les populations est plus bas que sur la moyenne nationale.
Les recettes de fonctionnement sont un petit peu plus basses que la moyenne nationale. Les dépenses d'équipement sont à 644 € contre 310 sur la moyenne nationale. L'encours de la dette est bas par rapport à ce qui se fait par ailleurs. La DGF est à 90 € pour 121 pour la moyenne nationale. Les dépenses de personnel sont à 66%, presque 67% contre 57 en moyenne nationale. Donc, étant donné qu'on gère tout en commune, il est évident qu'on a un taux de personnel plus important que les moyennes nationales où souvent il y a des délégations de services. De services publics, en particulier dans les crèches, l'école de musique, où pour nous c'est du personnel municipal, alors que la plupart des communes ont des délégations de services publics. Et voilà. Les dépenses de fonctionnement sont à 84 € pour 91 € en moyenne. Les dépenses d'équipement brut, 57, elles représentent 25% du budget. Et les encours de la dette sont à 53% contre 61% de façon nationale. On déroule et ensuite vous posez vos questions, si vous voulez. Alors, la présentation générale du compte administratif 2018 telle qu'elle vous a été fournie, sans les résultats des années résultats de l'exercice 2018, sans le résultat de l'année antérieure. Donc on voit qu'en fonctionnement recettes, on est à 11 146 394. Je passerai les... Et donc on va présenter les excédents. Donc en excédent, on a 1 914 802,11 en dépenses recettes de fonctionnement. En excédent dépenses et recettes d'investissement, on est à 20 842,75. Donc l'excédent du budget est à 1 935 644,86 €. Là, on reprend les résultats de l'année antérieure, c'est-à-dire 2017. Donc on voit qu'en fonctionnement, on a un excédent de 5 649 168,97. En investissement, 1 498 518,71. Et on a un résultat final de 1 531 069,19 €. Au niveau des sections d'investissement, on reprend tous les programmes que nous avons faits et réalisés. Pour le patrimoine, nous avons réalisé 64 081 €. Au niveau du sportif, en équipement, nous avons 153 304 €. Nous avons une acquisition foncière à 433 862 €. Je vous laisse lire le détail de ce qui a été fait. En flotte voiture, 9 742 €. Réparation du bâtiment mairie, 60 784 €. Bâtiments communaux, 607 926 €. Autre opération, donc c'est les extensions du parc vidéo et les subventions aux bailleurs sociaux, qui est à 248 969. Les aménagements, parc, espace, 1 989 946. Les travaux pour la petite enfance, 364 639. Les écoles et l'enfance jeunesse, 790 487. L'environnement, cadre de vie, 59 829. Le total des dépenses d'équipement s'élève à 4 813 574. La dette de la commune. La dette au 1er janvier 2019 était à 5 898 171,81 € et aucun emprunt n'est risqué. On n'a pas d'emprunt pollué comme certaines communes. L'encours de la dette pour FUVO par habitant est à 602 € contre une moyenne nationale de 783 €. Et l'annuité par habitant est à 74 € contre une moyenne nationale de 108 €. Vous voyez qu'à FUVO, la commune est
vraiment pas endettés par rapport à la moyenne nationale. Là, c'est l'évolution de la dette. Hein. Je vous laisse regarder un petit peu le... Voilà. Nous sommes en bleu, hein, comme vous le voyez sur la gauche. Hein. Donc, nous avons un encours de la dette qui est stable. Hein. En rouge, c'est la moyenne nationale. Là, c'est l'annuité moyenne commune de même strate. D'accord. Et la FUVO est toujours en bleu, là. Alors, on vous présente les acquisitions foncières en 2018. Nous avons acheté donc en 2018 2 terrains en indivision dans le village pour un montant de 53 072 et 72 500 €. Tout près du cimetière, un terrain pour 74 900 € et une parcelle au Puy-Lullier pour 179 900 €. Au niveau de la masse salariale, au 1er janvier 2019, nous sommes à 5 950 000 €, soit 66%. Nous avons 167 agents, 108 en temps plein, 35 agents à temps non complet et 24 agents à temps partiel. Alors, la répartition de ces agents se fait de la façon suivante. Nous avons 12% de ces agents, soit 20 agents au pôle administratif, 57% au pôle enfance-jeunesse, soit 95 agents. Le pôle technique représente 15% avec 25 agents. Le pôle culturel, 12% avec 19 agents. Et le pôle sécurité, 5% avec 8 agents. La répartition du personnel, nous avons 8 catégories A, donc cadres. Nous avons 24 techniciens en catégorie B et 135 catégorie C. Bon, il y a 13 profs de musique sur les catégories B et B, d'accord? Alors, comment... au niveau de départ en retraite, de disponibilité, les agents aujourd'hui prolongent leur carrière car ils ne veulent pas partir à 62 ans. C'est un problème financier uniquement. En 2017, nous avons 2 agents sur 3 qui ont été remplacés. Ce sont l'agent de la bibliothèque qui a été remplacé. En 2018, nous avons remplacé une ATSEM en maternelle. En 2019, nous avons 5 départs, un aux finances, un en cuisine, un en administration, service enfance, 2 agents d'animation. Donc, au niveau des agents de l'administration, nous avons réparti leurs heures, nous ne les avons pas remplacés, nous avons réparti leurs heures sur des agents qui ne travaillent pas à temps complet. Donc, on a complété des temps partiels. Sur le service enfance, l'agent administratif n'a pas été remplacé, son travail a été organisé autrement, réparti autrement, voilà. L'agent de cuisine a été remplacé et au niveau des finances, nous avons remplacé un départ par un mi-temps en réorganisant le service. C'est fini, voilà. Donc, au niveau du compte administratif, il vous a été remis le document de compte de gestion. C'est vrai qu'on n'a pas voté les comptes de gestion. On le fera dans le sens inverse, non? Parce que le compte de gestion. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au compte administratif, par rapport à cette présentation du compte administratif? J'avais une remarque générale. Oui. Sur la vision générale du compte administratif, si on peut retourner dessus, de la commune, avec les
la reprise des résultats des années antérieures de manière globale. Ça doit être le numéro 4, peut-être. Voilà. Ce qui interpelle, c'est le reste à réaliser en termes de dépenses, équivalent de 6,7 millions là, par rapport à finalement ce qui a été fait comme travaux. Enfin, l'ensemble des équipements c'est 4,8 millions et l'ensemble des recettes finalement c'est 6,9 millions, donc c'est presque équivalent. Enfin, on est presque à 50%, voire moins de 50% finalement dans ce qu'on comprend là, de ce qu'on avait prévu ou ce qu'on pouvait engager pour faire des travaux et qu'on a réalisé réellement en 2018. Ça ne correspond pas aux travaux faits ou pas faits, puisque là vous avez un reste réalisé, c'est un reste à payer en réalité. Enfin, c'est vrai qu'il y a des travaux pas faits, mais quand même, ça ne représente pas réellement ce que vous dites. 50% des travaux n'ont pas été réalisés, c'est pas ça. Les factures, elles arrivent. Voilà, les factures. On ne paye pas que les travaux non plus. Non, là c'est en termes d'investissement. C'est un investissement. Là c'est en investissement aussi. Oui, oui, tout à fait. Ça fait un montant qui c'est pas comme ça. Les entreprises, malheureusement, ne facturent pas au fil de l'eau comme elles devraient le faire, même si certaines ont des problèmes financiers, on s'en est rendu compte encore ce soir. Hein. Donc il ne faut pas le lire comme ça. On ne peut pas le lire comme ça. Ça serait une autre façon de présenter les choses. Il faudrait réellement voir ce qui avait été prévu et ce qui a été fait, mais ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Oui, mais du coup, ça biaise un peu la vision de... Bien sûr, oui. Finalement, qu'est-ce qu'on avait prévu comme travaux en 2018 ? Qu'est-ce que la commune a été vue en capacité de faire ? Et est-ce qu'on a des problématiques budgétaires pour financer les investissements dont on a besoin, quoi. Et quand on lit ça, ça interpelle sur le fait de dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas, finalement... de l'investissement, il y en a, potentiel il y en a, mais on a du mal à les régler en temps et en heure ou à les faire en temps et en heure, et c'est peut-être ça notre vraie difficulté, c'est là-dessus peut-être sur lequel il faut travailler pour réussir à engager les travaux en temps et en heure et faire des investissements en temps et en heure. Ça donne cette visibilité-là, parce que reste à réaliser 7,8 millions, ça vous dit juste, c'est des factures de travaux 2018 non payées. Et donc on fait un compte, juste, je termine en tant que novice sur la partie... compte administratif dans les collectivités. Et ça sous-tend le dire, mais on va faire un bilan, un compte administratif pour solder l'année 2018 en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a dépensé, etc. Mais en fait, il y a toute une partie qui a pu être réglée sur l'année N, et donc on décale ça sur l'année N plus 1, et que finalement, la réalité budgétaire, comptable, c'est comptable, finalement, c'est une vision purement comptable, mais elle ne donne pas la vision de ce qui a été prévu et réalisé, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliciter finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ces 6,8 millions? C'est ça qui est intéressant pour regarder. Alors, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Dans les restes, dans les restes à réaliser, je vais vous donner deux exemples. Il y a par exemple le projet de la construction du restaurant scolaire qui va coûter en gros 1,4 million hors taxe. Ce projet, il a démarré l'année dernière en milieu d'année. Il est sur une durée de chantier qui doit être de, on va dire, pratiquement 12 mois. Donc forcément, le marché, il a été, comment vous dire, l'enveloppe du marché, elle a été engagée sur des crédits 2018. Les 1,4 million ont été engagés comptablement sur 2018. Mais quand vous arrivez au seuil du 31 décembre, il y a encore 6 mois de travaux derrière. Donc les crédits, ils sont reportés sur l'année 2019 et ils font partie des 6 millions. Pareil pour la Allosport. Pareil pour, par exemple, l'entrée de ville de Belcoden, où là vous avez des opérations par tranche ou par phase. Vous avez des phases qui sont engagées sur 2018. Vous arrivez au 31 décembre, c'est pas que ce n'est pas payé, c'est que les travaux ne sont pas physiquement faits, dont les crédits basculent sur l'année d'après. Donc effectivement, la vision d'un exercice, de toute façon, ça ne reflète pas du tout la vision financière d'une collectivité. Il faut la regarder sur 4 à 5 ans pour que vous ayez, voilà, sur un mandat d'ailleurs, en gros, pour que vous ayez, voilà, les visions pluriannuelles. Ça éclaire, mais ça éclaire aussi le fait de dire finalement on engage sur une année N un montant de travaux qui ne seront pas ceux-là parce que ça va être sur 2 ans, qu'on
on sait très bien qu'en fait, toute une partie La va être légalité décalée, vous etc. impose. Alors, Quand on lance le marché, on est obligé avoir l'enveloppe au total au budget. alors, après, vous avez des façons de travailler différentes et on les pratique aussi. Bah, sur Ça les s'appelle ECP. les APC. Voilà. Voilà. Ce que tu dis, Daniel, sur les opérations pluriannuelles, tu es capable de lisser sur 3 ans. Et donc, par exemple, là, c'est vrai que par rapport au parking du jeu de boules, qui était envisagé d'une certaine façon et pour un certain montant important, je crois qu'on avait provisionné carrément 2,5 millions. Et donc, là, ils y sont là-dedans. Ils vont être dispatchés en 2019 au moment du BS sur d'autres opérations. Mais, comment dire, à un moment donné, vous les aviez provisionnés financièrement, donc ils y sont. Hein, voilà. Donc, il y a deux types d'opérations. Il y a des travaux engagés, on va dire en milieu d'année ou en septembre, qui ne sont physiquement pas terminés au 31 décembre et dont les crédits basculent. Et puis, vous avez ces opérations conçues dès le départ par tranche sur plusieurs exercices budgétaires. Vous allez provisionner de l'argent. Et cet argent, il bascule jusqu'à ce que vous l'ayez utilisé. Hein, voilà. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est quand même derrière ça, de discriminer notre capacité à faire les travaux. En fait. Oui. Est-ce qu'on a les moyens? On en avait déjà parlé sur. Est-ce qu'on a l'ingénierie côté services techniques? Bon, des fois, c'est pas que des problèmes d'argent. Des fois, c'est pas que des problèmes d'argent, c'est des problèmes de délai et de capacité à monter les dossiers en temps, en heure, etc. pour réussir à faire. Trouver les clés pour que finalement ces projets ils avancent. Le souci dans les collectivités en général, et je le vois à la métropole, c'est le temps pour monter un dossier. Et la réponse des entreprises aussi. Et la réponse des entreprises, mais surtout le temps pour monter un dossier. Un dossier, ça prend énormément. Pour vous donner un exemple en métropole, un dossier d'appel d'offres, c'est 1 an. Moi, j'ai fait un marché dernièrement, 1 an. Voilà. Vous voyez, donc tout est compliqué parce qu'il y a plein de règles, il y a plein de contraintes qui font qu'on perd énormément de temps sur la réalisation de travaux parce qu'en amont, on a des délais administratifs qui sont incompressibles et beaucoup trop longs. Et après, il y a les budgets qui sont transférés aussi Il y a les à la transferts de compétences. et qui Par font exemple, qu'on est obligé de passer par des accords TMO, c'est-à-dire transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, qui font que, et ça aussi, c'est des délais. Avant, ça faisait partie du budget général, et bien que ce soit du budget annexe, mais c'était quand même beaucoup plus facile à engager qu'aujourd'hui. On va avoir le problème sur le parking, puisqu'il y a des travaux d'eau et d'assainissement. Et donc, il va falloir faire un transfert sur la métropole, effectivement, le conseil départemental verse l'argent à la métropole, que la subvention, etc. C'est très compliqué. Ça me complique là. Aujourd'hui, il y a quand même, chaque fois qu'on touche quelque chose, il y a quand même 5 budgets hors compétence mairie. C'est le pluvial, l'eau, l'assainissement, la défense incendie, et la 5e, l'urbanisme. C'était la voirie, mais c'est encore transféré. L'urbanisme. Oui, l'urbanisme. Donc tout ça fait qu'on est obligé de demander des autorisations. Voilà. Et quand on travaille sur une route départementale, c'est pareil, on ajoute le volet conseil départemental. Donc d'autres questions? J'avais une deuxième question, alors là c'est sur les cartes justement concernant le budget de fonctionnement. Hein. Oui. C'est le transparent d'avant. Là. On voit une recette, un excédent d'1 million et quelques, 1,8 million. Ce qui est intéressant, c'est de regarder peut-être dans le détail comment on génère cet excédent-là. C'est-à-dire quelle est la part entre ce qu'on a réussi à économiser parce qu'on a bien optimisé les travaux et qu'on a bien travaillé, de la part de ça on avait prévu de le faire et on ne l'a pas fait, soit on a décidé de ne pas le faire alors qu'on avait prévu de le faire, c'est pour ça qu'on n'a pas engagé les sous, soit on n'a pas réussi à le faire pour X raisons et c'est intéressant de travailler sur cette part-là aussi pour pourquoi on n'a pas réussi et comment ça réduire. Est-ce qu'on est capable de discriminer dans ce paquet-là ça, et puis on peut peut-être le regarder sur certains postes qui sont intéressants. Si vous voulez, dans le M14. Vous avez trouvé des postes qui vous... Dites-nous un petit peu. Les dépenses de fonctionnement. Oui, dépenses de fonctionnement, donc en page... Non, mais j'aimerais que vous nous donniez une vision globale de vous, c'est 1,8 million, je sais combien ça fait, 1,9 million, 1,9 million. Votre vision de... C'est quoi la part d'optimisation du budget qu'on a réussi, ou des économies qu'on a réussi, la part de travaux prévus mais pas réalisés pour X raisons, et la part de... Pas travaux au sens de l'activité. On peut pas activité, contrat, ou des choses comme ça. On ne peut pas vous l'analyser comme ça personnellement. Je pense que alors, on va vous expliquer l'écart d'1,9 million. On va partir tout simplement.
Voilà. Si je reprends au début et à la base, dès la construction du budget, vous prévoyez des recettes supérieures à vos dépenses. Alors, la loi comptable veut que votre section soit équilibrée. Alors, du coup, comment vous faites? Vous prévoyez, je vais prendre un exemple simple, 10 de recettes, 8 de dépenses et 2 d'autofinancement. Et c'est cet autofinancement qui va basculer dans votre section d'investissement et qui va vous permettre d'investir, de faire des travaux. Donc, dès le départ, quand vous construisez votre budget, vous estimez vos recettes, elles sont à 10, vous estimez vos dépenses en espérant qu'elles soient pas au-dessus de 8, et vous prévoyez cet écart dès le départ. Donc dans vos 1,9 million, en fait, allez, on va dire, il y en a 1,8 million de prévu dès le montage du budget. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas d'autofinancement. C'est ce que vous décidez, vous, d'autofinancer pour investir. Et vous savez que pour tout projet, il vous faut entre 20% et 32% d'autofinancement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas emprunter 100% de votre projet ou vous ne pouvez pas vous le faire subventionner à 100%. Il y a forcément, allez, aujourd'hui, 30% d'autofinancement sur tous les projets. Il arrive de là, il arrive du fonctionnement. Et après, vraiment, le petit delta que vous récupérez, c'est à la marge, parce qu'effectivement, toute l'année, on essaie de renégocier là, les contrats d'assurance. Vous l'avez vu cette année, on a fait des économies. On essaie, quand on renégocie le parc de photocopieurs, là aussi, mais je veux dire, c'est à la marge. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas l'analyser. Mais c'est pas à la hauteur de millions d'euros. Le million d'euros, c'est vraiment l'écart que vous prévoyez dès le départ, en disant, ben, mes dépenses, je les serre, mes recettes, je les estime de la façon la plus réaliste possible et je décide d'autofinancer parce que j'ai besoin d'autofinancement pour lancer mes projets. Il y a des communes qui se sont laissées glisser, hein. Il y en a quelques-unes dans le département, on les connaît, elles ont même du mal à revenir on va dire, à une production et à un investissement, parce que justement, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils avaient les aides du département, de la métropole, ils avaient tout ce qu'il fallait, par contre, ils n'arrivaient pas à mobiliser leur gain à avoir 30%. Et donc la commune, en fait, elle n'arrivait pas à investir. Si on prend, pour la citer, la commune de Lambès, oui. Ils avaient de quoi faire le financement pour un stade, mais ils n'avaient absolument pas la capacité financière parce qu'ils n'avaient pas l'autofinancement. Ils n'avaient pas leur quote-part. Par contre, bon, c'est vrai que l'analyse, vous pouvez le faire par compte. Hein, on a des économies faites sur, les charges. Sur certaines charges, par exemple, 290 000 € de crédit annulé. C'est intéressant que vous puissiez nous dire un peu comment on a réussi là, sur les carburants, les combustibles. Alors, l'électricité, c'est un passage entre l'électricité et le gaz. Hein. Vous savez qu'on a remplacé l'électricité. Donc vous avez une économie sur le compte 6612. Par contre, vous avez au niveau du gaz un surplus. Ça se compense. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui soit enfin conséquent, hein. Je sais pas, autre fourniture non stockée, il y a 60 000 € de crédit annulé. Alors, là c'est uniquement, si vous voulez, toutes les années, on essaye certaines sommes de les passer en investissement. Et là, on a réussi, par exemple dans cet article-là, à passer 60 000 € en investissement. On joue comme ça, parce qu'en investissement, c'est beaucoup plus intéressant pour nous, puisqu'on récupère la TVA. Donc voilà. Même la bibliothèque, on essaye de le travailler comme ça, de façon à gagner voilà, un maximum. Voilà. Je pense que lors d'un prochain conseil, on pourra vous faire une petite synthèse du bilan annuel de ce qu'a pu nous apporter notre économe de flux en termes financiers, comme on l'a fait les années précédentes. Vous voyez, en voie et réseau, le conseil est le détail. En voie et réseau, on économise, si on peut dire, par rapport à 2017, on a 41 000 € de moins. Mais c'est 41 000 € qui ont été mis en investissement. Voilà. Faut vraiment, on essaye d'optimiser au maximum les postes. Alors une question, là, c'est sur un poste bien précis, 73 91 115, là, prélèvement au titre de la loi SRU. Oui. Là, il y a un crédit annulé de 130 000 €. Oui. Je pourrais me souvenir qu'on était parti sur un prévisionnel élevé parce qu'il y a l'arrêté de carence qui avait été multiplié par 3, etc. Et finalement, entre-temps, le préfet avait écrit en disant que ça ne sera pas important. Ça a été augmenté, mais pas multiplié par 3. Voilà, ce 130 000, il est lié à ça? Oui.
Ça veut dire que la pénalité aujourd'hui, en gros, c'est 280 000 € par an, jusqu'à ce qu'on passe à nouveau, on va dire, devant une commission qui va juger de notre avancement, de notre état d'avancement. Et je ne vois pas l'histoire de le projet de rue du Nord, là, dans lequel on a entendu parler d'ailleurs, dans lequel on avait fait une vente pour 1 € symbolique, sachant que le montant décalé entre le prix des domaines et la vente correspondait à un paiement d'une partie de la vente, en fait, qui sert en fait à payer une partie de la vente au titre de la SCOI. On ne le revoit pas là, à cet endroit-là dans le budget. Ce fait-là, on ne le voit pas comptablement. Parce que l'opération n'est pas faite. Hein. Ah oui, alors oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots? On en est où de ce projet? Le projet est toujours dans les cartons. Hein. Par contre, on a mobilisé des aides extérieures, notamment par le PFR, sur des terrains qui sont aujourd'hui potentiellement à la vente dans le centre-ville. Voilà. Pour essayer de faire le même projet, mais ailleurs, dans un autre lieu. Je ne vous en dirai pas plus là-dessus. Parce qu'on est en pleine négociation, mais je n'ai pas envie que ça sorte. Voilà. D'accord. Non, mais de ce que j'entends, sans dire. Voilà. C'est le même projet, mais dans un autre lieu. Parce que le projet est quand même très très intéressant. Le projet Cap Solidarité, c'est quelque chose quand même qui, je pense, pour l'avenir, peut être multiplié et même intéresser beaucoup de communes. Hein. Et c'est utile, c'est du logement social. Après, on a aussi les nouvelles lois, notamment la loi Elan, qui nous permettent, avec le bail réel et solidaire et l'office du foncier solidaire, d'avoir un quota de logements sociaux dans lesquels on met des propriétaires. En fait, l'idée c'est d'en arriver là pour avoir avis des logements qui sont qualité sociaux, mais avec le système qui sont permis par la dernière loi. Voilà. Donc tout ça, ça bouge dans la cocotte là. Ça se met en place. La métropole, il travaille beaucoup dessus, hein, puisqu'il y a énormément de communes qui sont intéressées par les dispositifs. Voilà. Donc tout ça fait que on a demandé à l'EPFR de nous aider sur quelques potentialités de terrain. Voilà. Bien, d'autres questions? Si vous voulez bien, on vote le budget, le compte de gestion dans l'ordre et après en compte administratif, c'est les mêmes. Hein. Donc, voilà, 3.1. Donc la délite 3.1, on vous propose de voter les dépenses d'investissement engagées et non mandatées qui s'élèvent à 6 796 993,26 €. Les recettes d'investissement engagées et non mandatées qui s'élèvent à 1 180 374,67 €. D'approuver le compte de gestion 2018 du budget général de la commune dressé par Monsieur le receveur municipal de Trèves et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Là, normalement, c'est le compte. Donc, Hélène, tu fais voter? Bon, alors on commence par la 3.1. Approbation du compte de gestion, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ensuite, l'approbation du compte de gestion du compte administratif. Cimetière. Non, mais le compte administratif d'abord. Ah oui, on fait le cimetière. Ah oui, le compte de gestion du cimetière. Bon, le compte de gestion du cimetière. Oui, d'accord. Donc, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion 2018 du budget caveau cimetière dressé par Monsieur le receveur municipal et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Bon. Alors, qui est pour? Compte de gestion caveau cimetière. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Là, maintenant, je vais être obligée de sortir. Donc, je vous propose de choisir comme présidente de séance Marie-Dominique Bagous pour le vote du compte administratif, du budget général et celui du caveau cimetière. Qui est pour? Qui est contre? On voit que ce soit Amado qui... Oui, c'est obligatoire, je dois partir. Je ne dois pas insister au vote du compte administratif. Allez, donc,
Approbation du compte administratif 2018 du budget général de la commune. Donc les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 6 796 993,26 €. Les recettes d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 1 180 374,77 €. Il est proposé à l'Assemblée des résidents d'approuver le compte administratif 2018 du budget général de la commune, dressé par Madame le maire, et d'autoriser Madame Marie-Dominique Bagous, présidente de séance, à signer tout document nécessaire. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On a la même chose pour le cimetière, les caveaux du cimetière. Donc, on approuve le compte administratif 2018 du budget du caveau cimetière, dressé par Madame le maire, et on autorise Marie-Dominique Bagous, présidente de séance, à signer tous les documents nécessaires. Qui est pour? Qui s'abstient? Très bien. Voilà, il faut le chercher. Voilà, on va chercher Madame le maire. C'est parti. Toi aussi. Regardez-le là-bas. On peut signer pendant ce temps-là. Oui, on peut signer, oui. Ah non, parce que du coup, je regarde. Et alors, Non, mais sinon, où il y a la Marianne. on doit faire des moi. Non, il ne faut pas qu'elle ait le dossier. Il ne faut pas qu'elle signe, là. Ça a été déjà fini. Ça y est, c'est fini. Il ne faut pas que tu signes, toi. Non, tu signes pas. Ça vole. On en est à 3-6. On poursuit. 3-6. Alors, 3-6. On en est à 3-6. C'est une demande d'aide à la programmation culturelle auprès du Conseil départemental pour l'année 2019. Oui, monsieur. Alors, je ne vais pas vous lire la délibération, hein, je crois que vous avez chacun reçu cette délibération et vous avez le temps de la parcourir. Simplement vous dire que, à l'occasion d'un coup de téléphone tout à fait innocent au conseil départemental, à ce soit Jean-Pierre et puis Mélanie qui demandaient un petit peu des informations concernant la programmation culturelle, ils ont été avisés qu'il y avait possibilité de demander une subvention pour l'aide à la programmation culturelle annuelle dans les communes. Alors, on a recherché dans tout le panel, effectivement, d'aide au fonctionnement qui existe au Conseil général, et on ne trouvait rien. Donc, on a rappelé bien évidemment cette personne, mais qui nous a dit oui, c'est un fonds spécial. Alors voilà, on a demandé quels étaient les critères, quels étaient les... On nous a dit qu'il n'y avait pas de critères. C'est extraordinaire. Donc, on nous a dit de déposer un dossier. Alors, on s'est empressé, bien évidemment, de le rédiger, comme vous le voyez, de déterminer un petit peu tous les éléments qui pouvaient rentrer dans le cadre de ce projet. Il fallait simplement, comme condition, c'est ce qu'on nous a rappelé, que la commune émarge à au moins 20% de la totalité de la somme. Ce qui est le cas quand vous regardez le financement, effectivement, qui est proposé dans la délibération.
donc, puisque la commune est à 30%. Alors, on y a tout mis. Vous voyez, l'artistique, la technique, l'hébergement, le transport, enfin, tout ce qui concerne, y compris la plaquette, bien évidemment, pour tenter d'obtenir alors, on a mis effectivement aide à la programmation 47%, 23 000. On ne pense pas qu'on aura 23 000. On escompte quand même 10 000, donc ce qui est pas mal, ce qui nous permettra peut-être d'avoir quelques programmations culturelles complémentaires. Je l'espère, Madame le Directeur Général des Services. Donc, voilà. Donc on tente le coup, on voit. Je pense qu'on risque d'être surpris dans le bon sens du terme. Vous voyez, il y a des fonds qui existent, ça existe à la région également, ça existe en Europe, ça existe un petit peu partout. Il suffit qu'on sache un petit peu où toucher, où grappiller, et on arrive quelquefois à se faire subventionner des choses dont on ne pensait même pas que ça puisse être possible. Là, en l'occurrence, on nous a dit, allez-y, déposez votre dossier. Donc, Madame le maire a écrit, le dossier est parti, la commission de juin, il faut la délibération du conseil municipal, bien évidemment. Hein. Donc, pour la commission permanente de juin, c'est un petit peu trop tard. Par contre, il y a une commission en septembre, et notre dossier sera examiné en septembre. Voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir nous autoriser, donc, par délibération, à lancer cette demande de subvention. Bon, ça risque rien, on ne risque rien, on risque simplement d'avoir un peu d'argent. On n'est pas à l'abri d'un succès. Voilà. Non, mais juste une remarque par rapport à ce que vous dites, c'est une très bonne nouvelle pour Fumo si ça aboutit, ça nous aidera. Ça reste inquiétant un peu dans la manière dont on gère nos finances publiques dans les collectivités, quelles qu'elles soient, parce que j'ai encore lu des trucs, il n'y a pas longtemps, on disait mais dépensez, il y a 24 millions en trop dans des fonds que personne n'a utilisé, allez-y, dépensez, dépensez. Ça interpelle parfois sur le fait qu'on dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais en fait il n'est pas là où il faudrait qu'il soit tout le temps. Voilà. C'est un peu interpellant, mais on peut être pour si ça peut nous aider. Voilà. L'essentiel, c'est de savoir effectivement que ça existe et pouvoir en profiter. Donc vous avez des gens, on appelle ça le lobbying, hein, vous savez peut-être en Europe, qui ne font que ça, qui sont payés à aller chercher les fonds spéciaux qui n'existent nulle part. Et en général, ils les dégotent hein, sans problème. Oui, mais nous, on voit que les grosses boîtes, elles ont les aides, les grosses collectivités, elles ont les aides, parce qu'elles connaissent, elles ont perdu, et les petites communes comme nous ou d'autres, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas les moyens pour aller chercher, passer du temps à débrouiller toutes les aides possibles. C'est ça la difficulté de genre. C'est comme ça qu'ils ont des gros excédents justement après, hein, dans leur compte administratif. Pour les recettes des impôts, ils nous trouvent. Voilà, donc l'explication, c'est celle que je viens de vous donner. On tente le coup, on verra bien. Bien, alors, nous allons voter. Qui est pour? Merci. Alors, ensuite, convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la métropole et la commune de Fumo. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure, puisque dans le cadre des travaux pour le parking, il va y avoir des travaux de dévoiement de réseau public d'eau potable et d'assainissement, et qui sont normalement compétences métropolitaines. Donc, Mito et Daniel et Massipolé, vont vous expliquer ce dont il s'agit. Je n'ai rien rajouté, hein, vous avez tous compris. Hein, il y a des travaux d'eau et d'assainissement par rapport à la réalisation du parking et surtout à créer une antenne qui puisse enfin brancher la Bastide Vitalis au réel réseau d'eau usée, puisque là aujourd'hui il était sur le pluvial. Voilà. Donc comme on est plus compétent là-dessus et que la métropole n'a pas le personnel suffisant pour suivre et diligenter les travaux, eh bien ils préfèrent faire une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. Hein, et donc c'est nous qui surveillons les travaux, c'est nous qui payons et se fait rembourser par la métropole. Voilà. Ce qui n'est pas gagné. Donc il s'agit de poser le tuyau qui va rejoindre l'avenue Sainte-Victoire et qui permettra de brancher cette fameuse Bastide de Vitalis au vrai réseau d'assainissement de la commune. Et en même temps, on prendra les quelques maisons qui sont dans le même cas. Hein. Qui sont dans le secteur, là, et qui ont des évacuations un petit peu aléatoires. C'est quelle maison Marzulot pour Barthélemy et Dolo. Voilà. Le long, quand on remonte vers le... Oui, c'est le long de la l'année. Bien, donc, nous allons donc voter pour
transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la métropole et la commune. Qui est pour? Merci, sinon on ne peut pas faire. Subvention à l'association des écrivains en Provence, c'est Michel. Ouais, je vous résume le dossier. De toute façon, on a reçu un dossier. On n'entend pas Michel. Donc, on va vous trouver ça. On n'entend pas Michel. Donc, il y a un dossier qui a été reçu il y a une dizaine de jours. Donc, il y a une demande un petit peu exceptionnelle cette année concernant le 30e anniversaire de l'association. Et donc, on propose de passer, l'année dernière on était à 4 000, on propose de passer à 5 000 € la subvention des écrivains en Provence. Voilà. Sachant que le résultat était, ils étaient en difficulté l'année dernière. Oui, ils auront payé la sécurité en plus, ça coûte cher. La sécurité et aussi le fait que les tentes ne peuvent plus les enfoncer, donc ils sont obligés de mettre des plots. Et la location des plots, c'est plus cher. Et beaucoup plus cher. Bien, alors on commence par ça, les 5 000 €, tu avais eu moi bien. Justement, je ne prendrai pas part au vote pour les écrivains en Provence. Bien. Oui. Non, mais on peut que se satisfaire d'augmenter la subvention aux associations, parce que nous, on est pour, on aide de plus en plus les associations. Donc voilà, et en particulier, en plus, on sait bien que ça devient de plus en plus difficile de faire des manifestations pour des raisons réglementaires et autres. Donc on va prendre conscience aussi de ça collectivement, à un moment donné, pour dire, si on a envie de continuer comme ça, il faut trouver des marges de manœuvre pour continuer à augmenter l'ensemble des associations. Voilà, les écrivains en profitent, tant mieux, que tout le monde puisse en profiter et fait continuer à faire des belles manifestations en bureau, quoi. C'est un levier aussi et probablement budgétaire pour aider les associations. Bien. Vous n'avez pas toujours voté pour les subventions aux associations, c'est juste une petite remarque. Bien, pour l'instant on a mis à celle-là, on vote celle-là. Afin de ne pas sortir à 23 heures, sinon alors, bien, alors, qui est pour la subvention aux écrivains? Unanimité, merci. Ensuite, la demande d'aide financière au conseil départemental au titre du contrat de développement et d'aménagement. Alors là, ils nous ont demandé de tout refaire en fonction du contrat. On a refait pour 2018. Donc, comme vous le savez, nous avons un contrat pluriannuel avec le conseil départemental pour une somme de 11 400 500 € hors taxe. Tous les ans, il faut leur remettre l'état de ce qui a été fait dans l'année en réalité. Donc, pour ne pas perdre le contrat, on réajuste en fonction des avancements de travaux. Donc, vous avez eu un tableau qui vous donne ce qui a été fait réellement en 2018, d'accord? Et on vous demande de valider. Donc, pour l'année 2018, nous avions prévu 5 098,500 € détaillés de la façon dont c'est détaillé comme sur la délibération. Et réellement, nous avons réalisé 5 192 152 avec une autre répartition. Et nous avons dû, pour l'eau et l'assainissement, sortir les sommes de la métropole. Donc vous voyez une petite somme, 93 000, 26 000, 73 000, ça c'est les sommes qui vont être subventionnées par le département et la métropole. C'est-à-dire c'est la métropole qui va recevoir l'argent. Voilà. Au bénéfice de ces précisions, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la tranche 2018 conformément aux détails figurant en annexe de la délibération, soit un montant total de subvention départementale sollicité pour la commune de 4 998 488, auxquels s'ajoutent 193 664 € qui sont transférés à la métropole. Madame le maire, ou son représentant, on autorise Madame le maire ou son représentant à signer tout acte et document relatif à ce contrat pluriannuel. Ça c'est de réaliser par contre. Hein. Voilà, pour avoir les sous, il faut soit de réaliser. Ah oui, totalement. J'avais juste une question sur le fait qu'on voit apparaître encore
les subventions liées au parking semi-enterré, là. Comment ça se passe quand on décide comme ça de transférer le projet, de dire on ne fait plus ce projet X, on fait un projet Y, c'est plus le même montant, c'est plus les mêmes subventions, on va réhabiliter la bâtisse, etc. Alors qu'on avait fait une demande. Comment ça se passe? Comment on peut transférer? Comment récupérer? Comment ne pas perdre les subventions? Comment on peut transférer ça d'un projet initial à un autre projet B? D'où l'objectif de la délibération, ça permet de répartir la même enveloppe sur d'autres projets qui au départ ne faisaient pas partie de l'enveloppe subventionnée. Voilà, en fait, on essaie de garder le montant qui était alloué au départ, quoi. Hein? Donc on le répartit sur d'autres projets qui ont effectivement été réalisés. Parce que le conseil départemental ne pourra nous servir de subvention que sur des factures, c'est-à-dire sur des travaux réalisés. Ouais, alors, il y a un truc que je ne comprends pas dans les tableaux, parce que l'opération 2, parking semi-enterré, on la voit toujours. Ouais, elle n'a pas disparu à profit d'autres opérations. Non, elle a apparu pour. Je n'ai pas compris le tableau. Il y a un parking qui va se réaliser, vous êtes bien d'accord? Il y a des études qui ont été payées quand même. À la base, il y avait des en 2018. Voilà. C'est 2018. Non, mais les études, oui, on a fait des études et on va faire un parking, mais pas pour un montant de 3,8 millions. Non, mais donc, il était réparti et on voit apparaître toujours ce projet-là. Donc on ne voit pas ce projet-là dire c'est pas celui-là qu'on fera, on fera un autre, et c'est celui-là, l'opération de tel truc, et pour tel montant. Alors, tout simplement, donc là ce soir, vous êtes appelés à voter que la tranche 2018, qui a été donc revue. On a effectivement laissé en 2019 les crédits, entre guillemets, initialement prévus. Et vous allez être appelés prochainement, dans les mois qui viennent, à délibérer sur la tranche 2019, où là, la somme affectée initialement au parking du jeu de boules, je suppose que vous faites voilà, référence par exemple aux 1,6 million là, qui sont dans la colonne 2019, sera éclatée sur d'autres opérations. On était entre guillemets pressés. Non, non, ce n'est pas le cas là pour l'instant. Là, on vote 2018. Là, vous votez 2018. Daniel, il me disait voilà. Ça sert à ça, mais voulez... ça sert à ça plus tard, c'est ça? Alors, ce que disait M. Bouirand, c'est juste, c'est-à-dire que la seule règle qu'il vous faut respecter, c'est que vous avez une enveloppe de travaux au départ qui ne peut pas être augmentée et vous avez un taux de financement de 55% qui ne peut pas être bougé. Après, vous faites ce que vous voulez du moment que vous le redélibérez en conseil municipal et qu'il nous donne leur accord préalable, hein, c'est-à-dire, voilà. Tout ça, ça a été vu en amont avec les services du département qui nous ont validé ces modifications de contrat. Voilà. L'idée étant, si vous souhaitez un nouveau contrat derrière avec de nouvelles opérations, ce que toute équipe municipale souhaitera, il faut que celui-là soit finalisé, soit dépensé. C'est-à-dire que si jamais, justement, on laisse une opération à l'intérieur qui ne se fait pas ou qui met du temps à sortir, jamais vous ne pourrez renégocier un nouveau contrat. Donc l'idée, c'est de mettre dans le contrat que des coûts qui partent, entre guillemets, voilà, ou partis ou qui partent, que vous allez payer là entre 2019 et 2020, pour après, à l'issue de ce contrat, pouvoir en renégocier un autre. Voilà. Et par contre, j'ai pu souvenir, juste l'opération numéro 9, là qu'on va apparaître tout le temps ou pas, et création d'espaces péri et extrascolaires. En fait, ça, c'est le restaurant scolaire. C'est-à-dire que quand le contrat a été négocié dès le début, oui, mais il y a 4 ans, voilà, ça ne savait pas trop si c'était voilà, des espaces dédiés aux écoles, mais pas forcément le contenu. Donc, c'est eux qui nous avaient dit laisser un libellé assez, voilà. Et c'est le nouveau restaurant scolaire. Je peux délibérer expliquer. On peut vous dire pas d'autres questions, nous pouvons voter. Voilà. Donc, qui est pour? Merci. Alors, Jean-Paul va se coller au service du personnel. Donc, ressources humaines, Jean-Paul, première délibération. Donc là, il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition donc, partielle d'un agent de la ville de Fuveau auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc il s'agit du poste de Lydia Repossi, qui, je vous rappelle, était à mi-temps chez nous et à mi-temps à Gréasque, chargée de la mise en place de l'agenda 21 sur la commune de Gréasque. La commune de Gréasque ne souhaite pas poursuivre, alors son agenda 21, j'en sais rien, mais en tous les cas, l'emploi de Lydia, donc on s'est débrouillé de trouver quelque chose au niveau de la métropole dans son domaine d'activité, là où elle s'est bien épanouie. Et donc,
l'objet de la délibération, c'est d'approuver cette convention donc de mise à disposition de l'ex-CPA, de la métropole maintenant, auprès de Vincent Senam pour aller travailler sur la mise en place de la charte de développement durable. Voilà. Donc en fait, elle va travailler plutôt au territoire du Pays d'Aix, même si c'est la métropole. À l'ancien territoire voilà, du Pays d'Aix. territoire. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention de mise à disposition s'y annexée, à conclure entre la ville de Fuveau et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Alors ça, c'est à compter du 1er juillet, hein, et pour une période de 3 ans. Hein. J'ai oublié de vous le dire, concernant la mise à disposition partielle auprès de cette dernière d'un agent de la ville de Fuveau et d'autoriser Madame le maire à la signer. Ça fait partie des économies de fonctionnement dont on parlait tout à l'heure, et cette mise à disposition nous permet d'économiser, entre guillemets, un demi-poste avec le retour de l'IDIAS sur la commune. Vincent Seman était très content, hein, parce qu'il a connu, on est tous très contents, et pour les services et pour elle, parce qu'elle reste dans son domaine de compétences, on va dire. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Donc nous votons. Qui est pour? Merci beaucoup. Ensuite, encore Jean-Paul, les recrutements d'emplois saisonniers. Alors, comme chaque année, la commune de Fuveau recrute des emplois saisonniers pour l'été 2019. Cette année encore, on a eu un très grand nombre de candidatures. On a eu presque 90 candidatures spontanées de jeunes. On a essayé d'en orienter certaines au niveau de la métropole, ce qu'on a fait. Et on en a retenu, comme les précédentes années, 17. 17 qui se répartissent traditionnellement au niveau des services, techniques, et au niveau, donc 8 au niveau des services techniques. On en a 3 au niveau du pôle secrétariat du service technique également. On en a 1 au niveau du pôle culture et animation, 3 au niveau du pôle éducation enfance jeunesse et 1 au niveau du pôle urbanisme et développement durable. Les conditions de recrutement sont identiques aux années précédentes, à savoir être âgé de plus de 18 ans, être fuvelingue et ne pas avoir travaillé précédemment en mairie de Fuveau. Voilà, donc la parité est également respectée, puisqu'on a recruté 8 garçons et 7 filles. Non, un petit peu plus, parce que ça fait pas 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 garçons, pardon, et 8 filles. C'est ça. Voilà, donc je vous rappelle que ces recrutements, c'est pour une période de 15 jours, hein, et que ça doit donc faire l'objet de l'établissement d'un contrat à durée déterminée, et qui est donc rémunéré par référence pour les 2 cadres d'emploi à l'indice brut 348, indice majoré 326, voilà, à laquelle s'ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. Aussi, il est proposé donc à l'Assemblée délibérante de décider la création à compter du 16 mai 2019 des emplois saisonniers à temps complet, de dire que les dépenses correspondantes seront imputées au budget général de la commune, chapitre 012, charges de personnel, et d'autoriser Madame le maire à signer un contrat à durée déterminée de 2 semaines pour le recrutement de 17 agents non titulaires dans les conditions énoncées précédemment. Des questions? Sur la forme, c'est pas un problème de voter quelque chose qui date d'un mois et quelques. Pardon? Je n'ai pas entendu. C'est pas un problème de voter quelque chose maintenant qui commence au 16 mai? Sur la forme? On commence au 16 juin. Ah, au 17. Ah oui, parce que. À l'école de musique, je crois qu'elle commence. Voilà, oui, il y a une jeune fille à l'école de musique, tout à fait. Est-ce que c'est non, ça se Ça aurait été mieux qu'on le vote avant. Ça aurait été mieux qu'on le vote au précédent conseil, mais on était en pleine. En plus, on a besoin de garçons au service technique, garçons qui ont le permis de conduire, enfin, qui vont installer, enfin, qui ont toujours besoin d'installer. Et là, on a eu beaucoup de mal, il n'y avait que des candidatures de filles. J'ai une question justement par rapport aux services techniques. Pourquoi vous ne les avez pas embauchés plus tôt, sachant que le mois de juin pour les services techniques est un mois vraiment très dense? Parce que ce sont souvent des étudiants et ils ne sont pas encore étudiants ou lycéens, ils n'ont pas encore terminé leurs examens, etc.
sûr. On en a trouvé qu'un qui a démarré plus tôt. Les autres, ils passaient ou le bac ou voilà. Donc, Des examens, donc c'est toujours difficile au mois de juin de trouver des jeunes. Il y a au mois de mai sur l'autre poste, enfin sur l'administratif, donc on aurait pu imaginer qu'il y en ait aussi. Ok, merci. Bien. Alors, nous passons au vote. Oui. Alors, qui est pour? Merci beaucoup. Alors, nous passons à la suivante. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle imposée par la CAF. Vraiment, bon, Marielle va s'y coller, mais quand nous avons reçu ce que la CAF nous a envoyé, j'avoue qu'il y a une augmentation très importante des tarifs et qui nous est imposée, mais nous le prenons comme une très mauvaise nouvelle. En plus, c'est une augmentation qui va être voilà, qui va durer plusieurs années. Marielle, à toi, courage. Donc, mauvaise nouvelle pour les familles, notamment. Dans le cadre de la convention d'objectifs de gestion donc, de la CAF, donc pour 2018-2022, la CNAF a décidé d'augmenter, de faire évoluer les barèmes, notamment les planchers, plafonds et taux d'effort, qui vont être mis en place à partir du 1er septembre 2019. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en gros, donc, il y a un calcul donc, du montant de participation familiale donc, qui s'appuie sur le taux d'effort, appliqué au revenu net imposable. Il varie en fonction du nombre d'enfants à charge, donc ça on le sait, permet de déterminer le coût des horaires. Donc l'évolution du barème implique une augmentation de 0,8% par an des participations familiales. Là vous avez donc notamment le tableau des taux de participation familiale par heure en accueil collectif qui vont évoluer du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2022, enfin non, jusqu'au 31 décembre 2022. Donc vous avez le tableau, de toute façon là c'est quelque chose qui est décidé par la CNAF, donc nous on ne peut rien faire d'autre que de le passer en délibéré, de modifier notre règlement intérieur de fonctionnement des deux multi-accueils et d'informer bien sûr les familles de l'augmentation dès le 1er septembre 2019. Donc en gros, donc il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la nouvelle tarification concernant les deux EAJE et à compter du 1er septembre 2019 et d'autoriser Madame le maire à signer le règlement de fonctionnement ainsi modifié et de le communiquer bien sûr aux nouvelles familles et aux familles qui restent en crèche. Cela ne nous a vraiment pas fait plaisir, mais bon. Qui se plaindre de l'augmentation du plancher d'ailleurs. Ça va toucher. En fait, il y a des familles qui vont payer alors qu'au départ, plus au niveau des planchers. Des questions? En fait, c'est facile à comprendre, mais c'est bien en milieu. Bien. Alors, qui est pour? Maintenant, il y a une politique intergénérationnelle a priori, mais ça n'engage que moi, du gouvernement. Oui. Donc après avoir touché donc, notamment les anciens, maintenant ils s'attaquent aux bébés. Donc c'est la politique intergénérationnelle de notre gouvernement. Voilà, oui, on a tout entendu. J'assume complètement bien. Tout le monde a voté. J'ai pas suivi le vote. Tout le monde est de toute façon, même si on vote contre, tout sera appliqué. Bon, alors, qui est pour? Tout le monde a voté. Vous voyez? Marielle s'abstient. Je suis pas contente. Et on termine encore avec Marielle, avec l'approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal. Ça, on l'a refait 3 fois. Alors, mais là, ça, c'est la troisième saison du RAM. Donc là, nous allons à nouveau délibérer pour le relais d'assistante maternelle, parce que, donc, pour rappel, nous avions délibéré déjà en 2017, parce que monsieur le préfet avait signalé que, en gros, qu'il y a 2 communes, pardon, Tretz et Saint-Sabournin, qui
qui n'avait pas délibéré, qui ne faisait pas partie donc, a priori du CIVU. Donc il nous avait demandé de redélibérer, de demander à toutes les communes du CIVU, donc les 6 communes, Saint-Savournin, Gréasque, Peigné, Traitz, Belcoden et Fuveau, de redélibérer. Et là, on nous demande encore de délibérer parce que monsieur le préfet a pris date donc, des délibérations donc, le 16 janvier 2019, un arrêté autorisant l'adhésion des communes de Traitz et de Saint-Savournin. Donc, on délibère pour dire c'est bon, on les veut bien et qu'on est d'accord avec lui. Donc aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les modifications des statuts du syndicat afin d'intégrer donc les 2 communes, Traitz et Saint-Savournin, qui sont dans le CIVU quand même depuis plusieurs années, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions au propos du RAB? De toute façon, il fonctionne déjà depuis longtemps avec toutes ces communes. Ouais. Bien. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne? C'est trop tard, le débat. Par contre, effectivement, voilà, le directeur du président, M. Rémy, qui était le président du foot. Il faudrait aussi associer un conseiller municipal, Henri Salle, qui est décédé. Voilà, et élu. Il avait un mandat avec M. Dutour, il y a longtemps, et le premier mandat de Jean Donfion. Et il est décédé, on l'enterre demain aussi, comme M. Rémy.